Sous la pluie torrentielle, un aventurier à capuche ne marche que dans la forêt trempée et visiblement découragé avant de quitter. Le ciel était clair et ensoleillé. Mais maintenant, la tempête le poursuit lors de son voyage solitaire. Il se demande si même le temps est contre lui, pensant à sa malchance tout en avançant. Le souvenir de ses derniers mots avec le groupe résonne encore dans son esprit, avait été expulsé, contraint de quitter le départ des aventuriers. Le poids du rejet est mélangé au son des gouttes frappant leur couche, ce qui rend sa marche encore plus lourde. Dans une taverne, les aventuriers occupent les tables parlant et buvant. Dans un coin, deux hommes sont observés dans un silence tendu. L'un d'eux, avec une expression de chute, doute avant de demander la raison de la décision qui l'a affecté. L'autre reste silencieux pendant un moment, regardant la cruche presque vide devant lui. Votre réponse vient directement, franchement. Il croit que l'homme assis devant lui connaît déjà la vérité. Il l'appelle par son nom, Alvin. Le poids de ces mots tombe sur lui, qui détourne le regard, incapable de se réfuter. Ne marchant que pour une forêt dense, l'aventurier à capuche réfléchit sur sa situation. Il se demande combien de fois ils l'ont expulsé d'un groupe, ressentant comment le poids du rejet s'accumule à nouveau. L'environnement qui l'entoure est silencieux, seulement ses pas et le grincement des feuilles cassent la monotonie. Il leva les yeux vers le ciel, où la lumière du soleil filtre entre la cime des arbres, avant d'avancer, se déplaçant des branches avec une expression fatiguée. Devant une entrée sombre et imposante, l'aventurier observe l'endroit avec méfiance. Le silence l'alerte, car il y aurait normalement au moins un marchand ou un voyageur. Réfléchissez aux rumeurs qui circulent sur le site et comprenez pourquoi elle est complètement déserte. Avec un geste insouciant, il bouge la main et se prépare à entrer sans hésitation. Compte tenu de l'entrée sombre, il analyse sa situation, il sait parfaitement que ce qu'il est sur le point de faire, c'est l'imprudence, mais il ne voit aucune autre option. Ouverture d'une interface magique, vérifiez votre statut et votre équipe, en vous assurant que vous avez tout ce dont vous avez besoin, des potions, des antidotes, des rations et des équipements de remplacement. Après avoir confirmé que tout est en ordre, il est convaincu que c'est le seul moyen de continuer à vivre en tant qu'aventurier. Même connaître les risques n'hésite pas et ne progresse pas. Face à la structure imposante, il se prépare au défi qui l'attend. Sans allié à ses côtés, il sait que la seule option est de faire face au principal solo. Examiner les inscriptions devant lui, notant qu'il s'agit d'un texte descriptif, probablement partie de l'histoire du lieu. Bien que cela soit curieux, il reconnaît que rester là-bas ne mène à rien. Avec la décision prise, séparez vos pensées et passez à autre chose, déterminé à affronter ce qui vient. En entrant dans le Cueva del Suco, l'aventurier perçoit immédiatement le changement. Les paramètres, les compétences et la magie d'un individu ne facturent que la pertinence dans un donjon. Et bien qu'il ne comprenne pas pleinement pourquoi il accepte que la réalité devant l'interface magique projetée avant lui active des améliorations qui augmentent son agilité et sa force. Son corps répond au renfort, se préparant aux défis qui surviennent. Désormais équipé des avantages du système de donjon, les progrès sont déterminés à faire face à ce qui l'attend. Devant lui, les squelettes commencent à se lever du sol, ses articulations grinçant tout en se préparant au combat. Out of the dungeon. Ce n'est rien de plus qu'un garçon de 19e et sans importance, cependant, dans cet endroit, tout change avec un look déterminé et un sourire confiant se prépare à y faire face. Sachant qu'ici, vous pouvez vraiment démontrer votre valeur. Sur le plancher intermédiaire de la Cueva del Telo, il avance sans hésitation. Reconnaissez votre propre force. Après tout, il n'est pas courant d'atteindre les 43 niveaux. La plupart des aventuriers qui viennent à ce point commencent à penser à la retraite. Les créatures monstres apparaissent devant lui, mais ils n'intimident pas. En plus d'avoir plusieurs compétences de combat utiles, vous pouvez utiliser des techniques qui dépassent les limites normales de votre niveau. Avec cet avantage, il fait face à des ennemis en toute confiance, prêt à les vaincre sans effort. À l'étage intermédiaire 17 de la grotte du coucher du soleil, l'aventurier se déplace avec compétence. Il sait que peu pourrait le correspondre comme un avant-garde d'un groupe. Sa force et son talent font de lui un guerrier exceptionnel. Avec un coup précis, il élimine plusieurs ennemis entre la poussière soulevée par la bataille. Cependant, un problème se pose, deux tunnels s'ouvrent devant lui et quelque chose dans la situation ne semble pas normal. Observez attentivement, conscient que chaque décision dans le donjon peut être cruciale. Avant lui, une boue paralysante se déplace lentement à l'intérieur du tunnel étroit. Reconnaissez le danger, s'il faut trop de temps pour le vaincre, le liquide paralysant peut devenir un problème grave. Et cela en particulier est beaucoup plus grand que d'habitude. Même ainsi, voyez un côté positif.
Des créatures comme celle-ci libèrent généralement un grand nombre de devises lorsqu'elles sont vaincues. Analysant sa stratégie, comprenez que le noyau central est le point faible du monstre, mais le frapper directement n'est pas simple. Le meilleur objectif est de se déplacer attentivement à sa portée, de l'attirer pour sauter puis d'attaquer au bon moment. Avec ce plan à l'esprit, il se prépare à agir. L'aventurier exécute sa stratégie avec précision. Lorsque la boue paralysante s'étend pour attaquer, son corps affine la réduction du mucus qui protège son noyau. C'est le moment exact à laquelle je m'attendais. Avec un coup précis, il détruit directement le noyau, qui est brisé instantanément. Le monstre se dissout, répartissant des restes visqueux sur le sol. Regardez le résultat calmement, sa stratégie a fonctionné, une méthode précise et efficace pour faire face à ce type d'ennemi. Satisfait, récupérez votre sang-froid et votre avance, prêt pour les défis suivants dans le donjon. Après avoir vaincu la boue paralysante, il s'approche pour revoir les objets laissés par l'ennemi. Mais en regardant le sol, remarquez quelque chose d'inattendu, il n'y a rien. L'absence de récompense l'affecte, je m'attendais à beaucoup de devises. Mais pas un seul est tombé. C'est un problème grave, peut-être son plus grand échec. Tout en traitant la déception, les souvenirs de son retour passé. Dans une taverne, les monnaies dispersées sur la table et les mots durs résonnent. Il avait déjà été remplacé. L'absence de récompense ne semble désormais qu'une autre confirmation de sa dure réalité. Assis dans une taverne, l'aventurier fait face à la frustration marquée sur son visage. Essayez de justifier votre place dans le groupe. Affirmez que c'est à un niveau élevé et à plus de compétences que quiconque n'était pas exactement ce dont il avait besoin, mais l'homme devant lui ne semble pas convaincu. Avec un look grave, le remettez-vous en question, voulez-vous vraiment parler de compétences là-bas? La tension d'air augmente lorsqu'il vous ordonne d'ouvrir votre interface et de vérifier vos statistiques. Pointant directement, l'homme le presse davantage. Qu'est-ce qui apparaît exactement à la fin de la liste des compétences qu'elle suppose autant? L'aventurier doute, surpris par l'insistance et l'hostilité dans la voix de l'autre. Quelque chose ne va pas, mais il ne le comprend toujours pas du tout. Ouvrez votre interface et enfin voyez la réponse à votre malédiction. À la fin de la liste des compétences, un effet négatif se démarque, Draraix. Cette putain de capacité réduit le taux d'objet des ennemis qui bat en 80%. La seule exception est les patrons, mais pour un aventurier commun, la plupart des bénéfices proviennent de monstres ordinaires. Assis à la table, Taberna écoute les paroles de l'autre homme. Personne ne choisit les compétences avec lesquelles il est né et qui a la chance d'avoir beaucoup pour charger également un prix dans son cas que la pénalité lui a coûté sa place dans les groupes d'aventuriers. Et sans récompenser sa survie devient presque impossible. L'aventurier analyse soigneusement l'impact de sa capacité négative. Normalement, un monstre vaincu a un taux d'obtention d'objets de 10%, appliqué uniquement à qui donne le coup final. Pour un aventurier commun, cela signifie que pour les 10 ennemis, au moins, un objet quitte un objet. Cependant, en raison de son Raix Rideau, le taux est réduit de 80%, le forçant à tuer beaucoup plus de créatures pour obtenir la même chose que les autres. Cet effet non seulement le nuise, mais aussi tout groupe qui fait partie. Plus il y a combattu, moins les objets tombent au total, réduisant les performances de l'équipement. En d'autres termes, sa simple participation au combat devient un problème, la transformant en une charge indésirable pour toute équipe qui cherche des avantages dans ses expéditions. L'aventurier marche seul, réfléchissant à sa situation. Comprenez enfin pourquoi tout le monde le déteste, pourquoi ils veulent l'expulser de leur groupe. Sa capacité négative transforme sa présence en ballast, réduisant les bénéfices de quiconque l'accepte. Les souvenirs de son passé émergent dans son esprit. Il a commencé son chemin tôt. Devenir aventureux au 14. Depuis lors, il s'est entraîné seul, cherchant à surmonter sa malédiction. Alors que d'autres faisaient confiance aux alliés, il a suivi un chemin solitaire, face à d'innombrables monstres seuls. Sa détermination est née de la nécessité. Pour surmonter son désavantage, il devait devenir plus fort que quiconque. Mais à la fin, peu importe combien il s'efforce, le destin le repousse toujours à la solitude. Grâce à ses autres compétences, il grimpe rapidement, ce qui lui a permis de former des groupes et, pendant un certain temps, de ressentir le sentiment d'avoir des alliés à ses côtés. Conscient du problème qui a provoqué sa capacité négative, il s'est consacré à étudier les stratégies, à apprendre à donner les coups finaux aux autres et à s'adapter à n'importe quelle situation. Il a analysé les faiblesses des monstres et a tenté de minimiser l'impact de sa malédiction. Il pensait qu'il avait travaillé dur,
après avoir fait tout son possible pour compenser son désavantage. Mais, au fond, la réalité l'a toujours atteinte. Il était encore et encore laissé pour compte. Même avec tous ses efforts, il ne pourrait jamais échapper à ce destin. L'aventurier prend ses mains à la tête, frustré. Il a toujours été fier de travailler plus dur que quiconque pour compenser ses inconvénients, mais en fin de compte, tout cet effort n'a jamais été suffisant pour surmonter la malédiction de sa capacité négative. Avec une profonde inspiration, il s'appuie sur la paroi de la grotte en ressentant le poids de la fatigue et du découragement. Autant que j'essaie, la réalité semble incontournable. Son destin en tant qu'aventurier est toujours marqué par l'échec et le rejet. Tout en progressant dans la grotte, il réfléchit à son désir que le monde ne soit régi que par l'effort. Si le travail acharné était suffisant, votre situation serait peut-être différente. Soudain, un cri gronde dans les tunnels. Il se met immédiatement en alerte, se demandant s'il s'agit d'un monstre. Mais bientôt il se rend compte qu'il n'était pas un rugissement ou une attaque, c'était un cri humain. Il leva les yeux vers l'avant, quelqu'un est en danger. Sans hésitation, il accélère l'étape, prêt à intervenir. En arrivant sur les lieux, confirme ses soupçons, quelqu'un est au combat. Devant lui, une grande horde de gobelins ocres, des créatures en cuir jaunâtre et des expressions féroces, avance contre une seule personne. La quantité est alarmante, car même les gobelins de niveau bas peuvent être dangereux dans de tels groupes. Sans hésitation, il esquive votre épée et court vers la bataille. La situation exige une action immédiate et ne peut ignorer quelqu'un en danger. Au milieu de la bataille, l'aventurier se rend compte que la personne entourée de gobelins est une femme solitaire. Pour son équipe, il déduit qu'il s'agit d'un clergé, une classe axée sur le soutien et la guérison, ce qui le désavantage contre un si grand groupe d'ennemis. Sans perdre du temps, il rejoint le combat, esquivant les attaques et se positionnant pour la protéger. La situation est critique, mais maintenant elle n'est plus seule. L'aventurier s'approche du clergé, évaluant rapidement son statut. Et il demande s'il peut encore bouger et s'il a assez de mana pour continuer. Malgré le halètement, elle confirme qu'elle peut continuer. Sans hésitation, il l'encourage à se lever et promet de l'aider à récupérer sa position dans. Le clergé, se sentant coupable de causer des problèmes, s'excuse, mais il exclut sa préoccupation, se concentrant uniquement sur la survivre. L'aventurier sourit légèrement en la regardant et lui dit que les aventuriers doivent s'entraider. Elle le regarde surprise, avec un léger rougissement sur ses joues. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un manifestait autant de soucis. Alors qu'il est placé pour contenir les gobelins, il lui dit qu'il guérit d'abord puis se concentre sur se protéger. Son objectif est de s'assurer qu'elle peut continuer à se battre pendant qu'il s'occupe des ennemis devant. L'aventurier est renvoyé au combat, agité pour ne pas voir un autre membre du groupe présumé du clergé. Qu'est-ce qui soulève une question inquiétante, a-t-elle été seule depuis le début? Sans le temps de réfléchir, il se lance contre les gobelins. Son épée courte précisément, renversant les ennemis après l'autre. Alterné entre les coups rapides et les coups précis, réduisant la menace et maintenant sa position défensive. Chaque seconde compte, vous devez éliminer les monstres avant de le surmonter. Au milieu du combat, un son aigu coupe l'air, un projectile tiré de l'ombre. L'aventurier le détecte dans le temps et réagit instinctivement, esquivant et utilisant son épée pour détourner l'attaque. Lors de l'impact, une lueur magique émerge, dissipant la menace avant de l'atteindre. En arrière-plan, le clergé continue de se retirer vers un endroit plus sûr, mais le danger est loin de terminer. S'il y a des archers parmi les gobelins, le combat pourrait compliquer beaucoup plus. Vous devez les éliminer rapidement avant de causer plus de problèmes. Les gobelins essaient de le surmonter avec une quantité pure, chargeant en masse avec des boucliers et des armes élevées, mais ils n'intimident pas. Habitué à se battre seul, il fait face à la horde sans hésitation. Avec une fosse tournante de son épée, il démolit plusieurs ennemis autour de lui, nettoyant l'espace entre la foule. Voyant que les gobelins avec bouclier essaient de le bloquer, active une capacité spéciale, le coupe-fer. Votre épée brille d'énergie, prête à traverser même la défense la plus difficile. Ils ont sous-estimé l'expérience de quelqu'un qui se bat dans la solitude depuis des années et en paiera désormais le prix. Le blow de Iron Cutter traverse les boucliers et l'armure des gobelins, renversant plusieurs d'une seule attaque. La bataille approche de sa fin, le dernier gobelin essaie de fuir, mais le clergé, déjà récupéré et plus confiant, les avance et les fait face. Avec un coup précis de son personnel, il le bête, mettant fin au combat. Elle regarde le sol, attendant les objets laissés par les ennemis, et voyant celui-là a été obtenu, un sourire apparaît sur son visage.
Pendant ce temps, l'aventurier observe silencieusement, réfléchissant sur le résultat du combat. Après le combat, Alvin et Kakaru arrivent dans un endroit sûr, une zone protégée dans le donjon où ils peuvent se reposer sans danger. Le clergé apprécie son aide et se présente formellement. Alvin fait de même, se révélant comme une épée. Intrigué par sa situation, il demande pourquoi il était seul. Au début, il considère la possibilité que son groupe ait été anéanti, mais Kakaru le nie immédiatement, disant que son groupe n'a pas été détruit ou quoi que ce soit de similaire. Cette réponse suscite encore plus de questions. Si votre groupe est toujours intact, pourquoi me battais-je seul contre les gobelins? Avec un sourire calme, Kakaru révèle qu'il a toujours été seul depuis le début, qu'il n'a jamais appartenu à aucun groupe. Alvin est surpris. Je n'avais jamais vu de clergé explorer un donjon solo, car cette classe dépend généralement des alliés à protéger. Elle explique qu'elle n'a pas trouvé personne avec qui former un groupe. Mais Alvin ne peut s'empêcher de penser que c'est trop téméraire pour une sorte de soutien. Malgré cela, il voit un certain parallèle entre sa situation et la sienne. Kakaru doute un instant avant de décider, au lieu d'expliquer, il pense qu'il sera plus facile de le montrer. Avec un mouvement fluide, il ouvre son interface d'état contre Alvin. Il est surpris, car il n'est pas courant de partager des statistiques avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Malgré cela, Kakaru dit qu'il s'en fiche. Alvin intrigué, regardait l'écran. Sentant qu'il est sur le point de découvrir quelque chose d'inattendu à son sujet. Voyant l'état de Kakaru, Alvin est complètement touché, il est 80. Il conclut immédiatement qu'avec ce niveau, il n'avait probablement pas besoin de son aide pour vaincre les gobelins. Cependant, Kakaru le nie rapidement, insistant sur le fait que c'était une grande aide. Surtout parce que c'était sa première expédition en solo et qu'il était toujours découragé par l'embuscade. Malgré cela, Alvin se sent intrigué. Si votre niveau est si élevé, pourquoi avez-vous eu des problèmes? Avant de pouvoir demander, Kakaru dirige son attention sur un autre détail important, sa liste de compétences. Alvin regarde attentivement l'écran. Qu'est-ce qui est dans ces compétences qui l'ont empêché de traiter seul avec les gobelins? En examinant la liste, il est impressionné par la quantité. Il a de nombreuses compétences puissantes, y compris des améliorations à la magie de la guérison et des bénédictions divines. Mais parmi eux, un attirant votre attention, la tête curtenue de l'usurpateur. Je ne l'avais jamais entendu et le nom est étrange. Avant de pouvoir demander, Kakaru répond avec une expression sérieuse, c'est une capacité négative. Alvin est surprise, comme lui, elle porte également une malédiction. Cela explique pourquoi, malgré son niveau élevé, j'étais dans une situation si difficile. Maintenant, il veut savoir quel effet cette capacité négative a. Kakaru regarde légèrement avant de révéler la vérité. La tête bouclée de l'usurpateur est la raison de son niveau incroyable. Alvin, toujours surpris, essaie de traiter les informations, le fait que le 80 niveau n'était pas seulement un talent ou un effort, mais une conséquence de cette capacité. Elle confirme que l'impact de la capacité est simple et direct, même si elle suggère que derrière la malédiction, il y a quelque chose de plus profond explique que chaque fois qu'un membre du groupe bat un monstre, le système l'enregistre comme si elle avait donné le coup final. Alvin, curieux, demande si cela signifie que les autres aventuriers reçoivent toujours les récompenses. Confirme-t-elle? Oui, ils obtiennent des objets et l'expérience normalement. Cependant, le vrai problème n'est pas là. Le véritable impact est sur le bonus pour le coup final, quelque chose qui influence directement la croissance de Kakaru et pourrait être à l'origine de ses difficultés. Alvin commence à comprendre la gravité de la situation. Elle détaille que, chaque fois qu'un monstre est vaincu par un membre de son groupe, le système accrédite sa mort. Ainsi, toute expérience supplémentaire, 3 fois supérieure à la normale, va directement à Kakaru. Dans des conditions normales, les aventuriers partagent équitablement l'expérience, mais avec cette capacité, elle monopolise le plus. Ce qui fait que les autres se lèvent beaucoup plus lentement. Il comprend immédiatement pourquoi ils l'ont expulsé de ces groupes, sa présence a ralenti les progrès des autres. Le transformer en un problème même si ce n'était pas son intention. Alvin essaie de suggérer une alternative, si les groupes qui hiérarchient le niveau UP ne l'acceptent pas, on pourrait peut-être se concentrer sur la collecte d'objets, où son rôle de guérisseur serait bien reçu. Mais Kakaru nie sa tête. Même dans ces groupes, leur présence est impossible. Ensuite, il révèle que la tête de l'usurpateur a un autre désavantage inattendu, la capacité annule tout effet passif du membre du groupe qui donne le coup final. Tel que l'expérience des obligations ou l'augmentation du taux d'objets. Cela signifie que lorsqu'un allié tue un monstre, ses capacités à améliorer les récompenses sont ignorées, faisant une chasse moins rentable.
Alvin commence à réaliser que, comme lui, Kakaru se charge également avec un poids qui l'empêche d'être accepté dans un groupe. Elle l'explique en détail, lorsqu'un monstre est vaincu, les effets des compétences qui augmenteraient l'expérience ou les objets ne s'appliquent pas. L'interface le montre clairement, dans une situation normale, un allié avec une compétence qui augmente les taux de butin obtiendrait plus d'articles, mais si Kakaru est présent, sa malédiction annule ce bonus, ce qui rend la maison beaucoup moins. Reconnaissez le poids de votre malédiction, non seulement vole l'expérience, mais il annule également les compétences utiles des autres. Alvin l'observe en silence, sentant qu'elle devrait dire quelque chose pour la réconforter. Mais les mots ne sortent pas. Il se rend compte que la situation de Kakaru est aussi difficile que la sienne, peut-être encore pire. Kakaru doute avant de parler, s'excusant de tout révéler si soudainement. Mais il y a quelque chose qui veut demander, il mentionne une rumeur sur le chef de la Cueva del Oscaru. Il est possible de laisser tomber un objet capable d'effacer les compétences. Alvin, distrait, ne traite que l'information qu'après un moment, estimant que quelque chose d'important était perdu. Kakaru admet qu'il est venu au donjon parce qu'il voulait cet objet. Mais maintenant, il se rend compte que vaincre le boss seul pourrait être impossible. Il rit nerveusement, mais sa frustration est évidente. Alvin commence à comprendre la vraie raison de son expédition solo, pas seulement une expérience recherchée. Il voulait se débarrasser de la malédiction qui porte. Ensuite, il a une épiphanie, se souvenant de l'effet de la capacité négative de Kakaru. Cela annule les compétences des alliés liés aux coups finaux, pense que leur propre malédiction, Draraix, pourrait être annulée si elle formait un groupe avec. Il commence rapidement à réfléchir sur les possibilités, se demandant si cette interaction pourrait annuler sa propre malédiction. Alors qu'Alvin s'enfonce dans ses pensées, Kakaru essaie de le rassurer. Lui dire de ne pas former un groupe n'est pas la fin du monde et qu'elle a également travaillé sur ses compétences. Mais, malgré sa tentative de l'encourager, Alvin sent qu'il a peut-être trouvé une solution inattendue au problème des deux. Kakaru exprime sa détermination à obtenir l'objet capable d'effacer les compétences, car rien d'autre n'a d'importance, alors qu'il y a la possibilité de se débarrasser de sa malédiction. Il propose de renoncer à toutes les autres récompenses du combat, mendiant votre aide. Hésitant, essayez de demander à Alvin de faire face au patron ensemble, même en sachant que cela peut être une demande difficile. Mais avant de pouvoir terminer sa phrase, un rugissement gronde dans la grotte. Alvin est intégré immédiatement, criant son nom en réalisant que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Sans hésitation, il le prend par les épaules et fait une demande directe, il veut former un groupe avec. Surprise par l'action soudaine, Kakaru laisse un cri noyé s'échapper, se demandant s'il avait vraiment prêté attention à ce qu'elle a dit auparavant. Mais il est immédiatement clair qu'il n'a rien entendu, qu'il n'a agi qu'à impulsion. Pendant ce temps, l'obscurité du 17e étage de la grotte du coucher du soleil leur s'étend, leur rappelant le défi qui les attend. Kakaru suggère que les deux font ensemble. Mais, il propose également qu'ils essaient de combattre côte à côte dans quelques batailles. Alvin accepte l'idée sans résistance. Naturellement, Kakaru demande s'il a besoin d'un BAF. Rendre Alvin comme une surprise sans voix. Répétez le mot BAB dans votre esprit, absorbant l'étrange sentiment de recevoir le soutien de quelqu'un. L'énergie chaleureuse et réconfortante de la magie de soutien l'enveloppe, lui apportant un calme qu'il n'avait jamais vécu, guérissant son cœur un peu habitué à la solitude. Pendant son nez est caché, ému par la nouvelle expérience de faire partie d'un groupe. Kakaru l'appelle de toute urgence, l'avertissant d'attendre en avant. Distrait, Alvin commente qu'ils sont toujours sur les basses du niveau intermédiaire et qu'il n'a pas besoin de buff pour le moment. Cependant, comme le suit Kakaru, il distingue une deuxième boue paralysante en émettant un son visqueux tout en se déplaçant dans la grotte. Alvin regarde de près le monstre, reconnaissant l'occasion parfaite d'essayer quelque chose. Serrant fermement la poignée de son épée, il se prépare à la bataille. Lorsque le mince commence à s'étirer, signe d'une attaque imminente, Alvin est jeté déterminé à donner un coup final. Avec détermination, il met toute sa force dans cette seule attaque. L'impact précis détruit le noyau du monstre, provoquant une brillante explosion. Soudain, une pluie de pièces et d'objets commence à tomber, se propageant sur le sol de la grotte. Les yeux d'Alvin et Kakaru s'ouvrent avant même la vision inattendue. Elle le regarde surprise alors qu'il reste droit, fier au centre de la fortune, brandissant fermement son épée. Alvin sent que le cœur s'accélère en contemplant les résultats de son coup. Kakaru, impressionné, loue sa capacité,
soulignant comment il a pu vaincre l'ennemi d'un seul coup. Cependant, Alvin hésite, convaincu que ce n'est pas encore suffisant pour sa théorie. Avant de pouvoir approfondir ses pensées, un groupe de gobelins socres semble brandir des armes rugueuses et les charger. Au milieu du chaos, un antidote tombe avec quelques pièces, tandis que les explosions indiquent l'intensité du combat en cours. Alvin analyse les résultats, toujours insatisfait de son hypothèse, et décide qu'il doit réessayer pour être sûr. Kakaru remarque un objet et commente qu'il a le même effet qu'une potion de désiration de la paralysie, soulignant à quel point elle est étrange. Avant de pouvoir en discuter, un nouveau danger survient. Un son aigu et dérangeant remplit l'air lorsque des araignées électriques apparaissent, entourant rapidement Alvin. Leurs jambes brillent d'énergie, prêtes à attaquer pendant qu'il se prépare à les faire face. Alvin tient dans ses mains un orbe de foudre, surpris par l'objet nouvellement obtenu. Kakaru commente qu'il reçoit d'excellentes récompenses et loue sa chance. Il, confus par la déclaration, doute et se demande s'il a vraiment de la chance avec les ébauches. Kakaru, à son tour, ne comprend pas pourquoi il pose cette question au lieu de simplement l'accepter. Soudain, Alvin réalise quelque chose et crie le nom de Kakaru avec un ton alarmé. Le clergé, effrayé, pense que peut-être qu'il a été trop ennuyeux et s'excuse immédiatement, sans réaliser le vrai danger qui arrive. Alvin, avec une expression déterminée, répète sa demande qu'il forme un groupe avec lui. La scène montre clairement que c'est déjà la deuxième fois qu'il le demande. Kakaru, quant à lui, semble détourner l'attention comme s'il jouait avec la situation, demandant avec de l'air décontracté. Puis il se souvient et souligne qu'ils étaient vraiment déjà dans un groupe, laissant Alvin momentanément perplexe. Quand il réalise sa distraction, il admet avec un « certes », tandis que Kakaru, maintenant excité, formalise la proposition avec émotion. Alvin, avec un look sérieux et déterminé, déclare fermement ses intentions, exprimant son désir de rester ensemble pour toujours. Ces mots portent un ton définitif, comme pour prononcer une promesse incassable. Kakaru, en entendant, est totalement surpris, ses yeux ouverts et ses joues rouges montrent la vague d'émotion qui la frappe soudainement. Son visage reflète l'admiration, la confusion et peut-être quelque chose de plus profond, laissant la réponse dans l'air. Alvin, avec une posture ferme, exprime qu'il ne peut plus vivre sans Kakaru. Malgré l'avoir rencontré il y a tout simplement un moment. Il souligne qu'il a déjà vu ses statistiques, suggérant qu'il les rapproche. Kakaru, confus et surpris, réagit à l'intensité d'Alvin se demandant comment de telles choses peuvent dire avec une telle conviction. Alvin, convaincu que sa rencontre était un destin inévitable, déclare ses sentiments avec encore plus de certitude. Kakaru, en revanche, montre des doutes, admettant qu'il n'est pas encore sûr de tout cela. Alors qu'Alvin se souvient de quelque chose d'important qu'il avait oublié de mentionner, Kakaru réfléchit à la situation, reconnaissant qu'Alvin parle avec la sincérité totale. Alvin révèle alors qu'il a également une capacité négative, surprenant Kakaru. Elle réagit avec étonnement en écoutant cette confession inattendue. L'écran d'état montre sa capacité maudite, trappe notée extrême, une pénalité drastique qui réduit le taux d'objet. Il ajoute que, contrairement à elle, sa malédiction n'est pas si rare, suggérant qu'il y a plus de personnes souffrant de pénalités similaires. Kakaru, surprise, demande comment elle a réussi à continuer en tant qu'aventurier avec une capacité aussi problématique. Pour elle, une telle pénalité extrême est encore inhabituelle. Alvin explique qu'il a été récemment expulsé de son groupe et est venu là à chercher le même objet qu'elle, le projet du chef capable d'effacer les compétences. Kakaru se souvient alors qu'avant qu'Alvin ait obtenu des récompenses normalement, quelque chose d'impossible avec sa capacité négative. Alvin, excité. Il répond que tout était possible grâce à la capacité de la tête de rideau de l'usurpateur. Kakaru réagit surpris d'entendre la déclaration d'Alvin, se demandant si cela est vraiment possible. Pour elle, cette capacité n'apporte que des problèmes à tous ceux qui l'entourent. Alvin confirme qu'il n'a pas reçu de bonus de coup final. Ce qui signifie que la capacité fonctionne comme elle le devrait. Il explique que, en outre, les compétences des membres du groupe en tant que Drapraap ont soit un effet. Kakaru baisse la tête, réfléchissant en silence, tandis qu'Alvin essaie de la rassurer en s'assurant qu'il ne veut pas causer plus de problèmes que nécessaire. Kakaru se rend compte que ses compétences ne fonctionnaient pas et pose des questions sur le sens de celui-ci. Alvin, excité, confirme que sa capacité négative de Raderaix était inactive. Il comprend qu'être dans le même groupe que Kakaru peut se battre comme un épéiste normal, sans les pénalités qui l'ont toujours persécuté.
Kakaru réfléchit à la situation et se rend compte que peut-être que tout dépend de la perspective. Considérez que votre capacité pourrait être extrêmement avantageuse. Alvin, excité, confirme qu'il aimerait qu'il continue en tant qu'équipe même après avoir quitté le donjon. Kakaru comprend alors que c'est ce qu'il voulait dire avec vouloir être ensemble pour toujours. Alvin, visiblement nerveux, essaie de cacher sa réaction lorsque Kakaru demande ce qui lui arrive. Elle sourit doucement. Pensant qu'il n'a jamais imaginé que sa capacité pourrait être utile de cette manière et exprimer sa joie pour la situation. Alvin, en silence, l'observe réfléchi, avec un doute qui plane toujours dans son esprit. Alvin inclut l'hésitation de Kakaru et l'encourage à ne pas se dépêcher de prendre une décision définitive, reconnaissant que sa capacité a causé des problèmes à d'autres groupes. Kakaru, toujours réfléchi, suggère qu'ils restent ensemble au moins tant que le donjon dure. Après un bref instant, acceptez la proposition. Ils se serrent la main, solidifiant leur alliance temporaire. Alvin progresse à travers la grotte face à des créatures monstrueuses, en maintenant sa détermination. Après avoir vaincu un ennemi, il soupire soulagé mais reste attentif à son état. L'environnement hostile du coucher du soleil continue de le mettre à l'épreuve lors de l'exploration. Regardez incrédule son sac de rangement, surpris par la quantité d'objets qu'il a accumulés. Il n'a jamais imaginé voir son inventaire si plein de récompenses. Avec un sourire satisfait, il demande à Kakaru de l'aide pour récupérer les rides restantes. Le clergé accepte immédiatement, montrant l'enthousiasme. Alvin réfléchit à la façon dont toute cette chance est due à ses capacités, reconnaissant l'impact positif de son alliance. Réfléchissez à la façon dont, malgré l'avoir rencontré par hasard, Kakaru est devenu un ami précieux et difficile à trouver. La regardant, notez que son expression est de l'automne et se demande si elle est fatiguée. Avec cette suspicion, il suggère de reposer à cet endroit. Kakaru, perdu dans ses pensées, est surpris par la proposition. Alvin attire son attention, mais elle insiste sur le fait qu'elle va bien et qu'elle peut continuer. Cependant, Alvin reste ferme, lui rappelant que bien que son alliance soit temporaire, ce sont toujours des coéquipiers. Avec un look déterminé. Il lui dit qu'il veut aider et réparer tout ce qu'il peut. Kakaru, surprise par sa préoccupation, son doute et commence à réfléchir à ce qui se passe vraiment par son esprit. Notez qu'Alvin a éliminé chaque monstre d'un seul coup avec son épée, qui éveille sa curiosité. Il demande s'il a une épée spéciale ou une équipe unique. Alvin reste à penser avant de répondre que son arme n'est qu'une épée ordinaire. Kakaru, intrigué, se souvient que les élingues paralysantes sont généralement difficiles à couper avec des épées, ce qui rend l'efficacité d'Alvin encore plus mystérieuse. Il explique que vaincre des monstres sur les planchers intermédiaires d'un seul coup est simple chaque fois que son point faible est une attaque et ajoute que le buff de Kakaru contribue également. Kakaru, surprise, souligne que même avec son buff, le fait qu'il puisse vaincre tous les ennemis d'un seul coup reste impressionnant. Alvin accepte le commentaire comme un compliment, mais réfléchit à sa situation, révélant qu'il a beaucoup étudié afin de ne pas devenir un fardeau sur sa capacité négative. Cependant, malgré ses efforts, il a toujours été expulsé de son ancien groupe. Kakaru, un peu honte. Il admet qu'elle voulait montrer à quel point elle est incroyable. Alvin, souriant, exprime son bonheur d'avoir finalement fait un ami. Il dit qu'il doit s'assurer que Kakaru ne l'abandonne pas parce qu'il est un avantage insuffisant. Kakaru, surpris par la déclaration inattendue, est momentanément sans mots. Elle remarque quelque chose en avant et demande ce que c'est. Alvin, intrigué, voit son acte avec un doute, comme si elle avait déjà traversé une situation similaire. Essayez de confirmer la situation tandis que Kakaru montre une légère préoccupation. Devant eux, un coffre au trésor est soutenu contre le mur de la grotte. Kakaru, méfiante, se demande si ce ne sera pas une imitation, un monstre déguisé en poitrine. Alvin, déterminé, propose de l'ouvrir. Il demande à Kakaru de prendre sa retraite, l'avertissant que s'il s'agit d'un piège, cela dépendra de sa guérison pour survivre. Elle accepte, observant à distance. Alvin se reflète silencieusement. Si j'étais seul, j'aurais peut-être douté de l'ouvrir, mais avec un guérisseur à ses côtés, il se sent plus en sécurité. Soyez prudent, commencez à ouvrir la poitrine. Cela croise légèrement pendant que le couvercle monte, révélant un parchemin à l'intérieur. Alvin l'observe et se rend compte qu'il confirme les rumeurs sur le projet du chef. Le texte mentionne que l'objet peut faire perdre à l'utilisateur l'une de ses compétences. N'oubliez pas votre recherche initiale de cet objet. Il voulait se débarrasser de sa malédiction. Cependant, puisque ses capacités ont été annulées lors de la formation d'un groupe avec Kakaru, il a cessé d'y penser. Lors du traitement de cette révélation, Kakaru l'observe en silence. Elle l'appelle,
l'attirer son attention et mentionne que si une seule personne pouvait utiliser l'objet, des objets que le boss laisse tomber, elle aimerait qu'Alvin ne soit pas. Avec un doux sourire, il exprime sa décision, laissant Alvin surpris par sa générosité. Il demande pourquoi il le mentionne si soudainement. Elle répond qu'elle y pensait simplement. Alvin réfléchit à l'étrange de l'objet et à son effet inconnu, compte tenu de la possibilité d'une seule utilisation. Kakaru, à son tour, mentionne qu'il lui doit toujours une faveur pour l'avoir sauvé auparavant, suggérant qu'il devrait le garder. En observant son expression, Alvin se rend compte que c'était ce qui l'inquiétait. Alvin coïncide avec la préoccupation de Kakaru et propose que si un seul peut l'utiliser, il serait préférable de le vendre. Il suggère cette alternative calmement, surprenant Kakaru, qui doute et demande la raison de ce choix, montrant son incertitude. Alvin dit que les points d'expérience ne s'en soucient pas, ce qu'il veut vraiment, c'est quelqu'un avec qui il peut avoir un avantage. Il souligne qu'il a déjà un niveau suffisamment élevé et qu'il peut gérer sa capacité négative à côté de Kakaru. Elle a ému par ses paroles, remercie avec un sourire. Bien qu'à l'intérieur, cela semble douter, serrant étroitement vos mains tout en réfléchissant à la situation. Alvin explique que, au fil du temps, perdre l'expérience constamment sans recevoir de récompense tangible peut entraîner une insatisfaction. Kakaru pense à cette réalité et se rend compte qu'il l'a toujours été ainsi. Avec une expression mélancolique, il accepte la situation, murmurant pour elle qui le comprend. Dans un moment de mémoire, Alvin évoque les paroles d'un homme plus âgé qui s'est rencontré dans son enfance. Il a dit que les compétences négatives n'étaient pas seulement un problème technique, mais aussi émotionnel. À l'époque, ces mots ne l'ont pas affecté. Mais maintenant, réfléchir à leurs expériences, commence à les comprendre. Il se rend compte que les compétences négatives affectent non seulement ceux qui les possèdent, mais aussi ceux qui l'entourent. Ils éveillent les mauvais sentiments tels que l'envie, la suspicion et le ressentiment, entravant la coexistence. Le poids de ces émotions se manifeste avec la force, montrant que la négativité va au-delà des statistiques ou des effets directs. Alvin réfléchit à son passé et reconnaît que, jusqu'à présent, il avait chargé la même expression que Kakaru montre à ce moment. La frustration, l'incertitude et le poids de la capacité négative marquant son chemin, tel qu'elle l'affecte maintenant. Il s'est incorporé à la détermination, reconnaissant le lien entre ses expériences et ceux de Kakaru. Il veut qu'elle écoute. Parce que ce sont des mots de quelqu'un qui a rencontré les mêmes difficultés. Elle se prépare à partager quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer la perspective de tout ce qu'elle vit. Kakaru se tient devant Alvin avec des mots fermes et pleins de détermination. Je jure qu'il ne le trahira jamais. Leur promesse résonne dans le silence qui les entoure. Alvin, à genoux, l'observe surpris, absorbant la gravité du moment. L'expression de Kakaru est adoucie. Mais un poids invisible semble se poursuivre, en regardant vers le bas pour cacher des émotions qui peuvent ne pas exprimer expressément. Alvin observe qu'elle traite toujours ses mots. Il se demande s'il en a trop dit, si ses paroles ne lui profitent que, ressentant un poids dans la conscience. Confus sur ce qu'il faut faire, votre esprit entre dans le chaos pendant un moment. Essayez de maintenir le sang-froid, suggère qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de la question avant d'avoir obtenu l'objet. Après tout, il n'y a toujours pas de certitude que c'est une utilisation. Kakaru, réfléchissant à l'idée, hoche la tête avec un léger sourire, pensant que cela a du sens. Ensuite, abaissez la tête et excusez-vous avec Alvin pour avoir dit quelque chose d'étrange. Il essaie de la rassurer tout de suite, lui disant de ne pas s'en soucier. Même un peu inconfortable. Alvin essaie de poursuivre la conversation, mais Kakaru modifie l'approche demandant si elle devait continuer à avancer. Sans autre hésitation, Alvin accepte, et les deux reprennent la marche à travers la grotte, prêts à continuer leur voyage. Pendant ce temps, Kakaru serre ses vêtements, montrant un mélange de sentiments internes. Regardez Alvin avec un regard réfléchi, réfléchissant à son honnêteté. Des images du passé entrelacent dans votre esprit. Se souvenir des moments dans lesquels Alvin a montré sa nature authentique. Considérez à quel point il est étrange de trouver un aventurier avec un bon cœur et aussi avec un niveau suffisamment élevé pour être à cet étage du donjon. Le souvenir de sa première rencontre revient, alors qu'Alvin apparut soudainement devant elle dans ce même endroit et le même sol du donjon. Kakaru pense à sa décision de faire confiance à sa capacité négative, quelque chose qu'il a fait sans hésitation. L'idée qu'il peut l'aider pour son esprit. Bien qu'il se demande immédiatement s'il ne sera pas trop pratique de le penser. Compte tenu de la situation, il estime que cette rencontre était un coup de destin, bien qu'il en doute du tout. Alvin, en revanche,
montre son intérêt à travailler avec quelqu'un qui a également une compétence négative comme la sienne, ce qui lui fait voir qu'il partage des circonstances similaires. Kakaru serre la tête curetenue de l'usurpateur avec force, comme si cela garantissait que sa situation ne se répéterait pas. Dans son esprit, il sait que, contrairement aux autres aventuriers, il n'est pas certain qu'Alvin ne change pas d'avis au fil du temps. Malgré cela, il s'impose en déclarant qu'elle ne le trahirait jamais. Ses paroles résonnent avec détermination, accompagnées d'une rupture symbolique autour de lui, comme si elle coupait les liens avec les certitudes de son passé. Kakaru pense à l'avenir et ressent la confiance que, avec Alvin, il peut faire face à n'importe quel défi. Mais ses pensées sont interrompues par un grondement soudain, ses yeux s'ouvrent par le bruit. Alvin, alerte autour de lui, note que cela semble indiquer qu'une bataille se déroule à proximité. Kakaru, surprise, l'appelle tandis que les deux se préparent à faire face à ce qu'ils attendent. Alvin perçoit quelque chose d'étrange dans la situation. Parce que les bruits de combat continuent de gronder dans la région. Déterminé, il avance, appelant Kakaru à suivre. Malgré son hésitation initiale. Elle accepte et se précipita derrière lui. Les deux descendent rapidement à travers le terrain incliné, conscients de ce qui pourrait arriver plus tard. Alvin et Kakaru rencontrent un grand groupe de buts réunis dans la région, un montant anormal pour cet environnement. La vision impressionne Alvin, qui se demande pourquoi tant d'ennemis y sont concentrés. Au milieu de la confusion, notez un aventurier en arrière-plan, apparemment entouré et incapable de gérer la situation. Il déduit que ceux d'avant ne sont pas confrontés à de tels ennemis. Déterminé à intervenir, Alvin se prépare à attirer l'attention des golems, garantissant que Kakaru a le temps de lancer un sort de renforcement. Avec résolution, chargé vers l'avant prêt à faire face à la menace. Alvin avance contre les golems et conseille un coup décisif à l'un d'eux. L'impact est fort, mais la résistance en pierre de la créature s'avère être un défi majeur que prévu. Il ressent le poids de la bataille et se rend compte qu'il sera difficile de faire face à tant d'ennemis seuls. Kakaru, voyant la situation, se prépare à lancer un sort de renforcement, conscient de la nécessité de soutenir Alvin dans cette confrontation. Pendant ce temps, il confirme qu'il a réussi à attirer l'attention des monstres, créant un espace pour que son partenaire agisse avec détermination. Demandez-lui de le renforcer rapidement tout en restant prêt pour le prochain coup. Les golems Esmeralda avancent. Sa résistance physique rend le combat encore plus compliqué, car les épées ne sont pas très efficaces contre eux. Cependant, Alvin se rend vite compte qu'il peut utiliser sa technique de coupe de fer autant que la distraction et se déplacer rapidement le long du champ de bataille. Kakaru, en revanche, se débat avec la vitesse des événements, leurs enchantements ne suivent pas le rythme du combat intense, mais reconnaissent qu'Alvin a fait un jugement rapide et réussi de la situation, adaptant le meilleur possible. Alvin fait face aux énormes buts en pierre, les frappant avec leur épée, mais sans causer trop de dégâts en raison de leur forte résistance physique. Il se rend compte que les vaincre rapidement nécessitera une approche différente. Kakaru analyse la situation et conclut que, au lieu d'un buff de force, un enchantement différent pourrait augmenter davantage les dommages qu'Alvin inflige. L'effet peut être bref. Mais étant donné le niveau d'Alvin, cela devrait suffire à incliner le combat en sa faveur. Il se prépare à lancer le sort décisif. Kakaru concentre toute sa volonté sur le sort qui n'a pas encore été libéré. Son désir sincère à ce moment-là est de renforcer le maximum d'Alvin, sans se soucier de ce que les autres peuvent penser. Une lumière brillante enroule Alvin lorsque la magie est activée, la surprenant pour son intensité. Il sent que l'énergie coule par son corps et se rend compte que quelque chose a changé. L'enchantement vous donne la capacité de traverser la résistance physique des ennemis. Maintenant, les golems ne seront plus un obstacle impénétrable. Alvin se rend compte que c'est la première fois qu'il reçoit un buff aussi puissant. Avec cette nouvelle force, il pense qu'il peut enfin blesser efficacement les golems. Se concentrant sur le point faible de l'ennemi, progresse rapidement et conseille un coup précis. Son épée brille avec l'énergie magique accordée par Kakaru, traversant la résistance de la pierre. L'impact détruit complètement la créature, qui s'effondre dans d'innombrables fragments de pierre. Alvin se rend compte qu'il peut désormais ignorer complètement la résistance physique de ses ennemis. Pour lui, ce buff représente un énorme avantage, lui permettant d'éliminer les golems beaucoup plus rapidement. Il se tourne vers Kakaru, la félicitant pour son soutien pendant la bataille. Surpris par sa réponse, elle accepte l'accomplissement de la gratitude. Et puis met en évidence la précision d'Alvin en attaquant les faiblesses de l'ennemi, reconnaissant l'efficacité de son coup. Alvin observe la situation et note qu'il y a encore beaucoup de golems.
Avant la menace imminente, il se prépare à poursuivre le combat, criant qu'il résiste tout en essayant d'éliminer autant d'ennemis que possible. Cependant, quelque chose attire son attention lorsque l'un des golems semble réagir de façon inattendue. Il reste sur ses gardes, alerte de ce qui peut arriver. Alvin poursuit sa lutte contre les golems, attaquant fortement et précision. Il se rend compte que les ennemis sont plus résistants qu'il ne l'imaginait, mais ne peut pas y retourner maintenant. Avec un coup déterminé, il parvient à briser une partie de la défense d'un golem, bien que la quantité d'ennemis reste élevée. Il se déplace rapidement le long du champ de bataille, essayant d'attirer l'attention des golems afin que son partenaire puisse agir en toute sécurité. Les golems avancent et l'un d'eux, plus grand et plus menaçant, émerge devant. Alvin reste ferme, se préparant à la prochaine confrontation, tandis que Kakaru observe la situation avec préoccupation. Après la bataille intense, Alvin inspecte le champ. Maintenant couvert de golems vaincus, et se demande si cela aura été la dernière vague d'ennemis. Son partenaire confirme et loue sa performance. Il commente l'efficacité du BAF qu'il a reçu, impressionné par son pouvoir, puis, inquiet, il demande s'il a encore de l'énergie pour continuer. Elle le confirme. Admettant qu'il a également été surpris par la situation, Alvin plaisante en disant qu'il pouvait continuer à le renforcer jusqu'à ce qu'il batte tous les golems. Soulignant que c'est ce que l'on attend de quelqu'un avec un tel niveau, d'un niveau aussi élevé. Kakaru, un peu honte, doute avant de répondre. Puis souriait joyeusement, clairement de bonne humeur après la bataille. Pour elle, les niveaux ne sont que des nombres, ce qui ne devrait pas être une question de préoccupation. Alvin observe son expression animée et réalise à quel point il est heureux. Réfléchissez au moment, reconnaissant que votre partenaire semble satisfait de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, un mystérieux aventurier approche. Il exprime son soulagement quand il les a vus en sécurité, ce qui implique qu'il a également survécu au chaos précédent. Alvin, alerte, reconnaît la présence de l'étranger et répond à ses paroles. Peu de temps après, une autre figure survient, un magicien avec un chapeau pointu et un manteau élégant. Avec un regard ferme, demandez-leur s'ils sont seuls. Kakaru hésite un moment avant de répondre, montrant une certaine insécurité. Son expression montre clairement qu'il ne s'attendait pas à une telle approche. Le magicien admet alors qu'il ressent le besoin de s'excuser. Son expression est sérieuse, suggérant qu'il y a quelque chose qui doit clarifier. Alvin et Kakaru échangent des regards déroutants, sans comprendre pleinement ce qui se passe. Le groupe repose à un point sur à l'intérieur de la grotte, réfléchissant aux événements récents. Alvin et Kakaru sont surpris de réaliser qu'ils étaient tombés dans un piège. Le magicien, maintenant plus confortable, explique que ce type de piège ne peut être identifié qu'à une carte. Il détaille que le toit et les murs de la zone ont une formation particulière qui provoque un blocage naturel en cours de route. Un flash de mémoire montre comment les golems ont été piégés dans le couloir. Empêcher un mouvement normal. Kakaru répète les informations, essayant de l'assimiler, tout en se reposant. Le magicien explique que les objectifs d'Esmeralda ont des rides précieuses, car ils n'ont pas d'attaque à distance. Vous pouvez facilement les éliminer lorsqu'ils sont piégés. Il mentionne qu'il peut les exterminer à volonté pour gagner de l'argent. Alvin comprend que c'est elle qui a attiré les golems et s'excuse d'avoir interféré. Mais le magicien répond qu'il n'était là que par hasard. Ensuite, il demande si sa présence dans la grotte signifie qu'il est venu défier le patron du donjon. Kakaru, intrigué, répète les paroles du magicien, doutant que sa présence y soit une simple coïncidence. Le magicien nie la possibilité de faire face au boss seul, explique que, étant maga, sa classe n'est pas faite pour agir sans groupe, indiquant clairement qu'il serait impossible pour elle de réaliser un tel exploit sans équipe. Alvin réagit curieux, se demandant si c'est vrai. Kakaru, à côté de lui, observe attentivement. Cependant, il y a le doute qu'il y a autre chose après son explication. Le maga déclare avec détermination qu'il obtiendra éventuellement l'objet du boss. Son objectif est clair, se débarrasser de votre capacité négative. Alvin et Kakaru réagissent surpris par la révélation, touchés par leurs mots directs. Le magicien note qu'Alvin et Kakaru ont formé une équipe temporaire et des commentaires. Alvin explique qu'il a rencontré Kakaru au 17e étage et l'a invité à se joindre. Le magicien plaisante qu'Alvin recrute des filles sur la route. Peu de temps après, capturer ses intentions et demander s'il veut en savoir plus sur sa capacité négative. Le magicien révèle que sa putain de capacité s'appelle la bénédiction du dieu jaloux. Il explique que c'est la raison pour laquelle il ne peut pas rejoindre une équipe et doit agir seul, bien qu'il soit magicien. Il précise que la capacité n'est pas activée lorsqu'elle est seule, mais qu'en formant un groupe, quelque chose se produit. Alvin, curieux, demande quel est l'effet de la compétence tout en essayant d'assimiler les informations.
Le magicien explique les effets de la bénédiction du dieu jaloux. Au début, les attributs de chacun augmentent dans le groupe, y compris le leur, cependant, il y a un désavantage important. Chaque fois qu'un monstre se bat, les attributs de celui qui a donné le coup final diminuent de 3%. Cet effet s'accumule avec chaque ennemi vaincu. Alvin est surpris de réaliser les conséquences. Après 40 monstres, les attributs seraient réduits de 120%, ne laissant rien pour compenser l'effort. Le magicien explique en détail le fonctionnement de la pénalité. Initialement, il y a une augmentation de 10%, mais avec chaque monstre vaincu, il y a moins de % est appliqué à la valeur actuelle. Au cours des 3 premiers décès, une augmentation nette est toujours conservée grâce au BAF initial, mais à partir du 4e, il commence à affecter les attributs de base. Un graphique illustratif montre qu'après 40 décès, le personnage subirait une réduction de près de 70% de ses attributs initiaux. Clarifie que, étant un effet négatif, la réduction ne se produit pas instantanément avec chaque ennemi, mais diminue progressivement. Malgré cela, Alvin est préoccupé par la gravité de la pénalité. Le magicien continue. Bien que la pénalité ne réduit pas les attributs au point de prévenir le combat, il y a un 3e effet qui renvoie vraiment la capacité problématique de tout groupe. Alvin, surprise, commente la complexité de la capacité et essaie de comprendre ce que diffère ce 3e effet de l'augmentation initiale de 10%. Le magicien se penchait, avec un regard sérieux, souligne que ce 3e effet est ce qui détruit toute possibilité de garder un groupe ensemble. Il explique que cet effet élimine l'expérience du monstre vaincu par qui a donné le coup final et le redistribue parmi les autres membres. Un diagramme illustre la mécanique, un épéiste élimine 2 ennemis, un magicien bat 1 et un clergé ne participent pas directement. Le système redistribue l'expérience du maga et de l'épée à l'ensemble du groupe, au lieu de les laisser à ceux qui ont tué. La description de la bénédiction du dieu jaloux résume ces 3 effets, une augmentation de 10% dans les attributs de chacun. Une réduction de 3% des attributs de celui qui donne le coup final et la redistribution des obligations d'expérience, affaiblissant la croissance individuelle de ceux qui se battent activement. La conversation se poursuit avec le magicien expliquant les implications. Il soulève une question, si un combattant perdu ses bonus et a subi des attributs de pénalité chaque fois qu'il tue un monstre, que ferait-il ? L'épée reflète et suggère que la meilleure stratégie serait de laisser les autres éliminer les ennemis. Le maga confirme sa déduction et souligne le problème. Les combattants éviteraient activement le coup final, ce qui pourrait créer une situation extrêmement dangereuse, augmentant les probabilités d'accident au combat. Dans les donjons, recevoir des dommages n'affecte pas les performances immédiates du combattant. La seule conséquence est la réduction de HP, sans impact sur l'action suivante. Bien qu'ils ne comprennent pas pleinement pourquoi, le système fonctionne simplement, les performances seules sont pénalisées dans des cas spécifiques tels que les débuts. Cependant, lorsqu'HP atteint 0, la situation est critique, la mort est inévitable et aucun sort ou élément ne peut l'inverser. Au milieu de la bataille, lorsqu'un monstre est blessé et sur le point de tomber, le dilemme entre les aventuriers survient. Qui devrait donner le coup final ? Dans le pire des cas, cette indécision peut générer des discussions au sein du groupe, renvoyant la situation encore plus dangereuse. Le magicien admet qu'il ne peut pas traiter seul avec tous les ennemis, il devrait être à l'arrière. Mais vous avez besoin de temps pour lancer vos sorts. Tout en préparant une attaque, il se souvient de ses expériences passées, d'innombrables groupes qui étaient sur le point d'être anéantis en raison d'un coup final mal géré. Il explique que finalement les équipes deviennent hostiles envers elle et finissent par l'expulser, à d'autres occasions, elle est elle-même qui décide de partir. Bien qu'il préfère agir seul, il reconnaît qu'il est encore trop dangereux. Il avoue qu'il ne soutiendrait pas la culpabilité si quelqu'un mourait pour sa capacité négative. Pour cette raison, il a été attiré par les rumeurs de la Cueva del Oscaru, à la recherche d'une alternative. Il révèle que l'objet du boss efface les compétences, et c'est pourquoi il a essayé de le rendre pour se débarrasser de sa malédiction. L'espadachim reflète, si cette capacité s'y applique, elle ne ferait pas la différence pour perdre le bonus redistribué, car il n'en a pas besoin. Soudain, une idée le frappe, dans le groupe actuel, il serait celui qui a donné les coups finaux et subirait les effets des compétences. Quelque chose commence à le déranger tout en analysant la situation. Le magicien explique que sa principale source de revenus provient de la capture et de l'élimination des golems. Il mentionne que, lorsqu'il décide de défier le patron, il embauchera des assistants temporaires pour éviter les problèmes,
alors il continue d'agir seul sans un groupe permanent. Un autre magicien actuel commente que s'il ne limite pas ses contrats à des accords financiers simples, des accidents pourraient se produire. Pendant qu'il parle, une réaction soudaine survient et quelqu'un appelle urgent le magicien par son nom. La prêtresse insiste, lui demandant de rejoindre le groupe. Le magicien, surpris et confus, lui demande s'il l'écoutait vraiment. Malgré cela, la prêtresse confirme que oui, mais souligne son désir de l'avoir dans l'équipe. Il soutient que si le swing du groupe doute dans le meurtre, le magicien sera également en danger. L'épée, confuse, se demande s'il parle de lui. La prêtresse continue d'insister pour que le magicien rejoigne le groupe, suggérant qu'au moins il l'essaie. Le magicien, réticent, essaie de résister, mais la prêtresse et un autre partenaire l'attirent pour la convaincre. Compte tenu de son insistance, le magicien cède enfin, criant avec irritation et remettant en question son attitude. La scène se transforme en un nouvel emplacement, le 24 étage de la grotte du coucher du soleil. Le groupe décide de prouver leur formation face à certains monstres. L'épée note que toutes ces statistiques ont augmenté de 10%, l'effet de la compétence sur l'équipement. Le magicien, toujours en sécurité, demande le but du test. Il suppose que les non-combattants pourraient constamment bénéficier de ce bonus, mais doute de l'efficacité de la stratégie. La prêtresse nie s'inquiéter de niveler et mentionne qu'elle ferait probablement une différence dans son cas. Elle demande au groupe d'assurer le bonus de coup final. À cette époque, un monstre apparaît devant eux. L'épée le reconnaît, l'identifiant comme une plante tentacule. Le magicien et l'épée se préparent à faire face à la menace, alors que la prêtresse observe. Le magicien prend le front et se prépare à éliminer rapidement le monstre, en s'assurant de le vaincre en un instant. Il canalise sa magie avec une vitesse impressionnante. L'épée le observe surpris par la vitesse de son invocation. Le maga libère sa magie contre la créature. Une puissante explosion de flammes. L'attaque est écrasante, incinérant le monstre dans les airs et laissant une trace de destruction. L'épée et le clergé, la scène, ont été impressionnés par l'impact de la magie. Le magicien a expliqué qu'il avait vaincu le monstre de coup unique parce qu'il a frappé sa faiblesse élémentaire, soulignant que c'était simple pour elle car il était à 38 niveaux. Lorsqu'on lui a demandé quels éléments ont dominé, il a révélé qu'il conduisait 5 ans et avait appris tous les sorts disponibles pour son niveau. Cela a surpris les autres, qui ont réagi avec étonnement. Les personnages ont été surpris de découvrir que Molina pouvait utiliser 5 éléments magiques, quelque chose de très rare pour un magicien. Kakaru a déclaré que plus le niveau est élevé, plus vous pouvez apprendre de sorts. Mais Molina a expliqué que chaque élément a un grand nombre de sorts et nécessite des invocations différentes. Alvin a rappelé que le chef du premier départ du chapitre ne se spécialisait que dans 3 éléments, qui mettaient l'accent sur l'impressionnante de la capacité de Molina. Normalement, les magiciens choisissent quelques éléments en fonction de leur capacité et des performances de leur ballon. Alvin a été surpris de réaliser l'ampleur des compétences de Molina. Kakaru a déclaré qu'il avait non seulement dominé 5 éléments, mais aussi les mémorisé tous, ce qui signifiait que sa mémoire était exceptionnelle. Alvin, touché, a compris que Molina avait mémorisé toutes les invocations complexes de chaque sort. Quelque chose d'impressionnant pour tout magicien. Pendant ce temps, Molina a réfléchi à sa propre détermination, avait mémorisé chaque invocation, complètement motivé par la peur que sa capacité mette en danger quelqu'un. En arrière-plan, sa préoccupation pour les autres l'avait amené à vaincre à l'extrême. De plus, il comportait 5 types de compétences en amélioration élémentaire, ce qui l'a rendu encore plus polyvalent au combat. Alvin a réfléchi aux efforts de Molina, en comprenant à quel point il aurait dû être difficile en ce qui concerne un magicien, une classe peu claire pour faire face à des défis en solo. Cependant, il avait travaillé sans relâche et il pouvait le voir clairement. Alors que Kakaru et Molina ont fait valoir comment, pour les joueurs solitaires, il valait mieux connaître et exploiter autant de faiblesses que possible. Alvin a essayé de traiter toutes ces informations. Pour lui, le simple fait de se souvenir des sorts de guérison était déjà un défi mental, et le dévouement de Molina a généré du respect. Soudain, quelque chose d'important vous vient à l'esprit. Molina l'a également remarqué en même temps, exprimant la surprise lors de la rappel des statistiques du groupe. Kakarot a soigneusement analysé l'interface système. À la recherche de détails sur l'effet négatif imposé par la capacité de Molina, la bénédiction du dieu jaloux, lors de la lecture, il a trouvé le nom des débuts, malédiction du dieu jaloux. Molina a confirmé les informations, expliquant que l'effet s'est manifesté par qui a donné le dernier coup à un ennemi. Sur l'écran.
Une icône particulière a attiré son attention, un cœur fondant qui symbolisait la malédiction. Kakaru a remarqué que c'était la première fois qu'il voyait ce symbole. Alors que Kakaru et Molina ont regardé l'interface du système, Alvin est resté silencieux à ses côtés, avec un look prudent, sans savoir exactement comment réagir à la découverte. Molina a analysé les effets de la malédiction du dieu jaloux et a confirmé qu'il y avait une réduction de 3% de tous les attributs. Kakaru a vérifié les informations, coïncidant avec l'explication. Cependant, Molina a remarqué quelque chose d'étrange. Bien que la capacité affectée qui a donné le coup final, s'est rendu compte qu'elle n'avait pas reçu le debuff auparavant. Son expression a montré une surprise à cette constatation. Sans s'arrêter trop en la matière, Kakaru a changé l'approche et a suggéré qu'il continue de tester, propose de vaincre un autre monstre pour confirmer les effets de la malédiction. Avec une expression sérieuse et déterminée, elle s'est préparée pour la prochaine bataille. Un nouveau golem Esmeralda est apparu de la salle, se déplaçant vers le groupe. Contrairement au précédent, il n'avait pas été coincé, ce qui a fait de lui une menace plus difficile. Alvin a rapidement évalué la situation et a conclu que ce combat ne serait pas quelque chose qu'un membre arrière pourrait gérer en toute sécurité. Déterminé qu'il s'est placé à la tête de ses alliés et s'est préparé à affronter la créature en assumant la responsabilité du combat, fermement déclaré qu'il prendrait soin de ses compétences. L'Esmeralda Golem a avancé avec une vitesse surprenante, forçant Alvin à éviter rapidement pour éviter un coup direct. L'énorme créature a continué son assaut, montrant une agressivité inhabituelle. Avant qu'il ne puisse réagir, une explosion a frappé son corps, infligeant des dégâts et interrompant son avance. Alvin, profitant de l'occasion, a coordonné une attaque avec le soutien magique pour maintenir la pression sur l'ennemi. L'impact du coup d'état précédent avait stupéfié Golem Esmeralda, montrant que l'attaque avait atteint un point critique. Alvin a observé soigneusement, surpris par la quantité de dommages causés en un seul coup. Sans aucun doute, il s'est préparé pour le prochain mouvement, concentrant son énergie et brandissant fortement son épée. Avec un saut agile, il a activé sa technique Thrash, téléchargeant une série brutale de coups qui a complètement détruit le golem, la réduisant à des fragments de pierre dispersés sur le sol. Alvin a observé les restes dispersés de golem, réfléchissant à l'impact de son coup. Même sans le buff de pénétration de résistance physique, il avait réussi à infliger des dommages impressionnants. L'ennemi était déjà affaibli. Et seul le HP est resté suffisant pour succomber à une seule barre oblique. Pendant ce temps, Kakaru se dirigea vers une zone illuminée, avec une position qui indiquait qu'il analysait quelque chose. Molina a regardé Alvin avec curiosité, reconnaissant ses compétences, a commenté qu'elle n'était pas mauvaise et a essayé de deviner son niveau, en supposant qu'elle devrait être assez élevée. Alvin, surpris par le résultat du coup d'état, a admis qu'il espérait avoir besoin d'une ou deux attaques supplémentaires pour vaincre l'ennemi. À côté de lui, Kakaru a répondu à la question de sa propre force, bien qu'elle soit compétente, il a reconnu que son niveau ne s'approchait pas du clergé. Molina, confuse, a regardé l'écran devant elle en essayant de comprendre la situation. Kakaru, en revanche, n'a pas compris qu'il avait perdu et avait demandé ce qui se passait. Alvin a regardé la scène sans soudainement intervenu, le clergé est devenu brusquement suppliant une fois de plus que Molina a rejoint le groupe en répétant la demande pour la deuxième fois. La maga recula les mains levées, s'exclamant qu'elle avait déjà accepté. Molina doutait un moment, essayant de réorganiser ses pensées. Avec un mouvement rapide de la main, il détourna les yeux et murmura maladroitement, bien que sa véritable intention semblait être différente de celle qui avait été interprétée. L'atmosphère autour de lui semblait briller doucement tandis que le clergé prenait les mains de Molina, regardant directement dans ses yeux. Son désir était clair et chargé d'émotion, une promesse faite à ce moment-là. Le magicien, surpris par l'intensité du moment, était sans voix. Ses yeux reflétant la confusion et l'hésitation, comme s'il ne savait pas comment réagir à cette déclaration inattendue. L'air autour semblait s'arrêter tandis que Molina essayait de traiter ce qu'il venait d'entendre. Le magicien avait visiblement honte d'entendre ces mots inattendus, détournant les yeux alors qu'il tentait de traiter la situation. Le fait que les deux étaient des femmes rendait la situation encore plus inconfortable pour elle. Le clergé, en revanche, a paniqué quand il a réalisé ce qu'il venait de dire. Son visage est devenu complètement rouge car il avait fait exactement la même chose qu'Alvin auparavant. Pendant ce temps, le swordsman a regardé confus, essayant de comprendre ce qui se passait. Avec des efforts pour clarifier ses intentions, le clergé a baissé la tête,
essayant de reformuler ses mots. Sa véritable intention était d'inviter Molina à rester dans le groupe même après avoir quitté le coucher du soleil. Le magicien a hésité un moment. Regardé les yeux et essayé de reconstruire. Son visage était légèrement rougi alors qu'il essayait de commencer sa réponse, mais les mots semblaient difficiles à prononcer. Avec une respiration profonde, il s'est finalement exprimé, leur rappelant la limitation imposée par leur capacité. Il a répété qu'il ne pouvait pas faire partie d'un groupe, soulignant que sa situation ne changerait pas. Le clergé, déterminé, s'est tourné vers Alvin et a demandé si elle se souciait de cette décision. Sans hésitation, l'épée a répondu avec une entreprise non, montrant son acceptation de la situation. Alvin et le clergé étaient fermes. En regardant le magicien tout en révélant qu'ils avaient également des compétences négatives.